4 cours de diffusion, 2 demain et 2 la semaine prochaine. Et quelques petits TD, donc la semaine prochaine et à la rentrée. Le cours d'aujourd'hui, c'est sur la tension de surface. On vous a dit que les fluides s'écoulent. Ce n'est pas toujours vrai, hein. Vous pouvez réussir à garder des gouttes d'eau sur des vitres, par exemple. Donc, il y a une force quand même qui s'oppose à l'étalement des gouttes, c'est la tension superficielle. Cette tension superficielle, vous la retrouvez dans beaucoup de phénomènes. Je pourrais vous montrer des images, si vous voulez, pour reprendre le cours qui a été fait. Normalement, vous avez vu des vidéos assez explicites. Tension superficielle. Vous voyez pourquoi une pièce flotte ici, des choses comme ça. Hein. C'est quelque chose d'assez connu. Donc, comment faire tenir un objet en surface? Eh bien, grâce à la tension superficielle. Pourquoi les gouttes prennent cette forme? C'est parce qu'il y a une force en surface. Donc, c'est l'objet du cours d'aujourd'hui, cette tension superficielle. C'est l'objet de beaucoup de problèmes en chimie, notamment en formulation. Quand on veut faire une solution qui mélange des composés qui n'ont pas envie de se mélanger entre eux, il faut ajouter des surfactants souvent. Il faut faire une émulsion. Vous mélangez de l'eau et de l'huile, ça ne va pas bien se passer. Donc, vous avez des moyens de faire en sorte que ça se passe bien. Donc, c'est une petite introduction à la tension de surface. Est-ce que vous avez des questions à poser sur le cours? J'aurais pu le montrer aussi. C'était la séance 12. Vous avez eu le temps de le lire, le cours? Tension de surface, origine, tension superficielle, pression de la place, important, le mouillage et à la fin, quelques données sur la mesure de tension superficielle. Monsieur? Oui. Je ne savais pas si vous m'entendiez. Moi, j'ai une petite question. C'est dans le 5.1D, forme d'écoute longueur capillaire, on dit que pour l'eau, le ménisque. Enfin, j'ai pas trop compris les deux dernières phrases. En fait, je vois pas de quoi on parle. C'est un peu bête, mais je pense que Celle-ci, là, celle que j'ai surlignée? Ouais. Je sais pas si. Donc ça, c'est la longueur capillaire. On va en parler dans le TD. Elle va comparer des ordres de grandeur sur lesquels domine soit la gravité, soit la tension superficielle. Alors, c'est ce qu'on peut voir dans un récipient suffisamment grand, c'est ce que j'ai mis. On observe un ménisque au bord du récipient, pas au centre. C'est plat, le centre. Ouais. Alors que dans un tube à essai, c'est relativement bombé, partout. Pourquoi? Parce que le tube à essai est beaucoup plus petit que le grand récipient. Et donc, si jamais on dépasse largement ces 3 mm, la gravité va dominer et va faire en sorte que le fluide s'étale. Le fluide s'étale, la chose qui l'empêche de s'étaler, c'est la tension de surface. Donc, il faut comparer. Il y a un équilibre des forces à trouver. Lorsque cet équilibre est trouvé, on a cette longueur-là. Si jamais on a une longueur plus grande, les forces de gravité sont tellement grandes qu'elles vont conduire à l'étalement du fluide et non pas à la formation de gouttes. On verra ça dans le TD. Quand les ordres de grandeur sont petits, la tension de surface a tendance à vouloir faire en sorte que le liquide prenne une forme sphérique. C'est ce qu'on peut voir dans l'espace en l'absence de gravité, même avec des grandes bulles, eh bien, on a une forme sphérique qui est prise par les liquides. Dans la formule, on voit que G est important. Si G tend vers 0, la longueur capillaire tend vers l'infini, et donc on aura des gouttes sphériques, quelle que soit la taille du liquide, la dimension du liquide. Très bien, merci.
Monsieur, je sais pas si c'est que moi, mais moi je vous entends plus. Ah, mon micro s'était désactivé. Si je suis là, j'ai été désactivé. Je sais pas ce qu'il a. Mon Wi-Fi, il est instable. Je vais en parler avec Ewen. On va faire un groupe des gens qui n'ont pas de bol avec leur Wi-Fi ou leur réseau. Vous êtes là, vous m'entendez cette fois? C'est bon. Coucou, Ewen. Ta présentation hier était magnifique, hein. On n'a rien compris de ce que tu racontais, mais l'important c'était d'être là. Alors on va attaquer le TD sans plus tarder. Coalescence. Mince. Oups. C'est pas ça. Voilà. Ah non. Désolé, je suis boulet aujourd'hui. Ça va le faire. Coalescence. Donc, premier exercice, assez simple. Sur une table, 50 gouttes d'eau sont supposées hémisphériques, se rencontrent, forment une unique flaque d'eau, supposée plate à cause de la gravité de hauteur h. On note gamma, la tension de surface de l'eau. Montrer que ce processus s'accompagne d'une diminution d'énergie de surface. Deuxième exercice assez simple aussi, la mesure de la tension superficielle d'éthanol. Est-ce que vous avez compris la notion de force? On va faire ces deux-là assez rapidement. Donc vous pouvez le faire en autonomie. C'était de l'autocensure, Ewan. Le réseau a dit non, on ne va pas le laisser parler. C'est à cause des reptiliens. Donc, on a 50 gouttelettes d'eau posées sur une table qui ensuite vont former une unique flaque. Je peux les dessiner, ces gouttes d'eau, en bleu, puisque l'eau c'est bleu, tout le monde le sait. Je ne vais pas en dessiner 50. Hein. Vous posez 50 gouttes qui se touchent. Au bout d'un moment, elles forment une flaque. Donc, c'est ce que je disais, Laura. Au bord, on a quelque chose de relativement bombé. Dans cette zone-là, au bord, c'est là qu'on a une influence de la tension de surface. Quand les gouttes sont collées les unes aux autres, elles ont tendance à se regrouper pour minimiser leur énergie. La force qui est présente au bord des gouttes va faire qu'elles vont se rejoindre. On va essayer de démontrer ça simplement en calculant l'énergie de surface. Dans le cours, qu'est-ce qu'on a dit sur l'énergie de surface? Je vous laisse réfléchir un petit peu déjà. Moi, je fais le dessin pendant ce temps-là. DE, effectivement, c'est gamma fois ds. Donc, on n'a pas besoin dans l'exercice de calculer la variation d'énergie, ce n'est pas ce qui est demandé. Mais il faudrait montrer que la surface diminue. Donc, on va devoir calculer la surface des 50 gouttes et la surface d'une flaque. Alors, combien ça vaut?
Il va falloir faire quelques hypothèses. Vous connaissez le volume d'une sphère? La surface d'une sphère? Deux pi h carré, c'est la surface d'une demi-sphère. Le rayon niveau h. S1, là on va pouvoir faire des hypothèses. À quoi ressemble cette flaque? J'ai mis une hauteur h. Combien vaut son rayon? On ne sait rien à quoi elle ressemble. Est-ce que c'est rectangulaire? Est-ce que c'est cylindrique? On peut faire plein d'hypothèses. En 3D, à quoi ressemble cette flaque? Bon, le plus raisonnable, c'est peut-être de penser qu'elle est cylindrique. Avec un rayon qu'on va appeler grand R. Vous pouvez faire la même chose avec quelque chose de rectangulaire si vous voulez, ça ne changera pas beaucoup. Donc, la surface de ce truc-là, c'est un pi r carré. Plus éventuellement, si on a vraiment envie, mais ce truc-là, il va être négligeable, hein, 2 pi RH sur le côté. Ça, c'est sur le dessus. On ne connaît pas ce grand R. Il faudrait pouvoir le trouver. Alors, est-ce que vous avez une idée? Qu'est-ce qui se conserve lors du passage de 50 gouttes à une flaque qui pourrait nous permettre de trouver grand R? Le volume, ouais. On va dire que le volume se conserve. En physique, c'est quelque chose d'assez classique. Quand c'est incompressible, hein, pour un gaz, on veut dire que le volume se conserve, ce n'est pas toujours exact. Donc le volume de 50 gouttes, c'est 50 fois combien vaut le volume d'une sphère? J'ai failli écrire R. Le volume d'une sphère, c'est 4 tiers de pi r cube, donc une demi-sphère, c'est 2 tiers de pi r cube. Donc là, ça nous fait 100 pi h cube sur 3. Et ici, le volume de la flaque, V1, je vais l'appeler, c'est pi r de h. Les deux doivent être égaux, donc ça nous permet de trouver notre égalité. Pi r de h égale 100 pi h cube sur 3. Je vais donc avoir, je peux éliminer le pi, je vais avoir r carré égale 100 h carré sur 3. Donc, je peux modifier mon S1. Pi r carré, ça nous fait 100 pi h carré sur 3. Alors qu'avant, je vous rappelle que S50, c'était 100 pi h carré. On a déjà un facteur 3 entre les deux. Si je veux, je peux rajouter le petit chouïa sur les côtés parce que je suis tatillon. Ce qui est sympa, c'est qu'il faut que je prenne la racine de 100, ça fait 10, et racine de 3. Un pi h carré sur 3. Alors ça fait 120 pi h carré sur 3.
au lieu de 100, on est passé à 120 sur 3, qui égale donc 40. On a bien S1 inférieur à S50. Si la surface est plus petite, l'énergie mise en jeu est plus petite également. Pour la goutte, on l'a prise, la surface de côté, c'est une demi-sphère. Si j'ai une sphère, sa surface, c'est 4 tiers de pi r cube. Pour un cylindre, « 70. On a quand même S1 inférieur à S50. Si V et H se conservent, comment S peut varier? Ce n'est pas la même forme, effectivement. Une sphère, ça a une surface plus faible que toute autre forme géométrique avec le même volume. C'est comme ça. On peut essayer avec un cube, hein, si vous voulez. Quelle est la surface d'un cube? Quel est son volume? Le volume, c'est A cube. La surface, c'est 6A carré. Si vous prenez une sphère qui a le même volume, la surface ne sera pas du tout la même. Comment appelle-t-on ce phénomène? Oula, c'est une question très difficile, ça. Alors, est-ce que vous savez comment ça s'appelle? La coalescence. Bravo, Mathis. Quel talent. Donc, ça s'appelle la coalescence, quand les gouttes se rejoignent pour en former une seule. On a deux phénomènes que j'ai décrits dans le cours. Hein. Il y a la coalescence et il y a le mûrissement aussi. Pour S1, le deuxième terme, c'est H, pas H carré. Non, ce ne serait pas homogène. En fait, la surface, c'est 2 pi RH. Peut-être que vous voulez que je détaille le calcul hein, pour éviter des contestations. R, c'était combien? R carré égale 100 H carré sur 3. Je réinjecte là-dedans. Il y avait déjà un H qui traînait, donc on a bien 20 pi H carré sur 3. Bref, c'est inférieur. On l'a montré assez rapidement pour des formes hypothétiques, hein, parce que quelle est la réelle forme de la flaque? Si vous êtes un peu tatillon, hein, parce que j'ai l'impression que vous l'êtes, vous pouvez dire que la flaque a plutôt une forme comme ça.
et essayez de calculer cette surface. Bon courage. Donc, on a supposé que la flaque était cylindrique. En réalité, la forme est beaucoup plus compliquée. Et dans tous les cas, une grosse flaque, ça aura une surface plus faible que plein de petites gouttes pour un même volume. Tension superficielle de l'éthanol. Un cadre métallique carré d'arête A est déposé horizontalement dans un bain d'éthanol. Pour séparer le cadre du liquide, il faut exercer une force de 8,6 N. Calculer la tension superficielle de l'éthanol. Donc là, c'est encore un exercice d'application directe du cours. Je vais vous laisser réfléchir un petit peu. Je ne sais pas si c'est très clair. Pour ceux qui ont fait la manip en TP, ça va être plus clair que pour ceux qui regardent le dessin. Vous avez un cadre donc rectangulaire. J'ai essayé de représenter en bleu là. Ça, c'est mon cadre métallique. Je le plonge dans l'éthanol et quand il doit ressortir, il va être retenu par le liquide. Donc, vous voudrez calculer cette force. Vous avez tout dans le cours. Essayez de chercher un petit peu pour trouver la force, la tension superficielle de l'éthanol. Ça s'appelle la méthode de Dunning. Dunning ring method. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Pourquoi il le chauffe? J'en ai aucune idée. Donc, ils se mettent ce liquide là, ils vont mettre l'anneau à l'intérieur. J'espère qu'on a une bonne visibilité. Je n'ai jamais regardé cette vidéo. Si j'avais bien préparé mon cours, je vais regarder avant que ça ne se termine pas par du porno. On est surpris parfois de ce qu'il y a sur YouTube. Alors moi, j'aimerais. Donc là, ils plongent le cadre dans le liquide. Ils vont sortir à un moment donné. Là, ils le sortent tout doucement. Et on voit que le liquide ici retient jusqu'à ce que ça s'arrache. Ce n'était pas la meilleure vidéo qui existe. Celle-ci est peut-être mieux. Ah, là, on le voit bien. Là. Vous voyez, je vais mettre pause. Le liquide, on voit qu'il retient l'anneau là. On voit ici du liquide qui s'est accroché à l'anneau et qui va gêner sa sortie. C'est la tension superficielle. Donc, c'est creusé à l'intérieur. Ici aussi, c'est creusé parce que cette force de tension superficielle va s'opposer à l'arrachement de l'anneau. C'est ce qu'on va mesurer dans cet exercice. On a une belle image ici. Je la retrouve.
J'arrête de cliquer partout comme un gros débile, mais je ne peux pas m'en empêcher. Là, on voit bien le liquide qui est arraché quand même. On plonge l'anneau, on voit ici que le liquide s'accroche aussi sur les tiges. Et quand on le sort, allez, le liquide reste accroché. Et nous, on veut mesurer la force maximale. Donc là, il faut imaginer que la force elle est tangente au liquide et que c'est seulement quand l'anneau sera à son maximum qu'on pourra additionner. Là, c'est quasiment vertical. Là. Ici, on voit les interfaces, elles sont presque verticales, les deux forces sur l'intérieur et l'extérieur. Donc avec ma souris, là, je monte l'extérieur du liquide, mais il y a aussi une force à l'intérieur de l'anneau. Ces deux forces vont s'ajouter. C'est intéressant. Donc le cadre est retenu par le liquide. Que vaut cette force? Je l'ai mise dans le cours. Ça nous permet d'accéder à la tension superficielle. Parce que certains d'entre vous n'ont pas besoin de calculer de travail. On a la force, juste son expression, c'est gamma dl. Que vaut la force totale? Est-ce que quelqu'un a une idée? C'est assez rapide normalement. On va la prendre en norme. Gamma multiplié par 8a et pas 4. Pourquoi ce 8? Si on fait un zoom, on est en train de faire un zoom. Haha. Pardon. Vous avez du liquide ici et du liquide ici. Corentin fait des meilleures blagues si tu es capable. Donc sur la vidéo, si vous avez bien regardé, il y a du liquide à l'intérieur du cadre et à l'extérieur du cadre. On peut remontrer un peu l'image, je l'ai arrêté exprès à cet endroit-là. Ici, là, vous voyez bien, on va être retenu de ce côté-là, mais aussi de l'autre côté. Il y a deux interfaces. Oups, j'ai cliqué, il ne faut pas cliquer. On voit une interface ici, là, interne à l'anneau, et ici, externe à l'anneau. Donc il y a bien deux forces, une force sur
5, ça fait 0,22. Donc 0,22 newton par mètre, c'est l'ordre de grandeur classique. Pour l'eau, on retient 0,07. Donc on est toujours pour des liquides, l'ordre de grandeur, c'est du 10-2. Ça, c'est un truc qu'on peut retenir. Une question d'incertitude. Super, vous ne pensiez pas en vous levant ce matin qu'on vous poserait des questions d'incertitude. La vie est pleine de surprises. La force à exercer est mesurée à l'aide d'un dynamomètre. Les valeurs s'étalent sur une plage de 7,10-4 newtons autour de 8,10-3 newtons. On déduit à l'incertitude. Gamma, c'est F sur 8A. Sigma gamma, c'est égal à combien? Pouf, pouf, pouf. Quelqu'un a une idée? Exactement. Alors, on a une dépendance uniquement en F. Ça, c'est valable si A est parfaitement connu. Si on a une incertitude sur A, il faudrait utiliser la racine carrée. Mais dans l'énoncé, on n'en parle pas. On peut considérer que c'est vraiment très précis, c'est 5 cm. Sigma F, ça vaut combien? De 3. F max, F min, on ne les a pas, on a juste la plage de valeur. Autour de 8,8, 10-3. Donc ça nous fait combien? Je vais utiliser Python, ce sera un peu plus simple. Ça nous fait du 4-10-3. Du 4-10-4. Donc, on doit retenir que l'incertitude est de 4-10-4. On peut écrire que gamma, c'est égal à je ne suis pas trompé quelque part. Non. On a quelque chose de relativement précis. J'ai fait n'importe quoi. Personne ne m'arrête. Exactement.
C'était pas sigma gamma que je calculais. Maintenant, il faut que je divise par 8A. Donc, on a du 10 moins 3. On peut aussi écrire 22 plus ou moins 1. Ah oui, faire x2. Je l'ai fait tout à l'heure, là je l'ai oublié, super. Pourquoi faire x2? Je vous rappelle que dans la formule ici, on va mettre du delta. Et c'est à peu près égal à un facteur 2. Ça va, ça vous plaît ces questions d'incertitude? On voit bien qu'en TP, vous travaillez plus là-dessus, hein. Le lundi, on a l'impression que vous les laissez un peu de côté souvent les incertitudes, mais c'est vraiment très important dans la démarche expérimentale. Si vous faites des mesures sans incertitude, bah, en fait, les mesures, elles servent à rien. On a fini avec ces exercices de compréhension directe. On va faire des exercices un peu plus compliqués maintenant. Premier sur la longueur capillaire, capillary length. C'est une dimension caractéristique d'un liquide sur laquelle les forces capillaires et les forces gravitationnelles sont de même grandeur. Donc, quand on est très inférieur à la longueur capillaire, les forces capillaires dominent. Quand on est très supérieur, ce sont les forces de gravitation. Exprimer à l'aide de la loi de Laplace-Young la différence de pression de part et d'autre de l'interface, où la pression est-elle la plus élevée à l'intérieur ou à l'extérieur du liquide. Dans un tube à essai, d'accord, on va faire un dessin. Première chose à faire, c'est toujours un dessin. J'ai un tube à essai avec mon ménisque là. L'interface est sphérique de rayon grand R dans un tube à essai. L'interface sphérique, c'est pour simplifier, on verra dans l'exercice d'après, on va compliquer un peu ce modèle. Je vais refaire mon dessin proprement. Un vrai cercle. Je trouvais qu'il n'était pas très circulaire, mon cercle. Et mon tube à essai n'était pas très droit. Exprimer la différence de pression de part et d'autre de l'interface. Donc, on peut définir une pression qu'on va appeler Px, extérieur du liquide, et une pression qu'on peut appeler P1, intérieur du liquide. Je ne sais plus dans quel ordre je l'ai mis dans le cours, on peut essayer de jeter un œil. Loi de Laplace-Young, elle est là.
on a cette loi-là, et on a même des lois plus simples. Donc là, je parle de rayon de courbure, je ne sais pas si vous avez tous compris. Pour quelque chose de sphérique, on a Px moins P1 égale 2 gamma sur R. Et pour une goutte sphérique. Ça, c'est la loi de Laplace. Donc, Px moins P1. Alors, la question c'est, où la pression est-elle la plus élevée? À l'extérieur ou à l'intérieur du liquide, d'après vous? Vous voyez la forme que ça prend? Où est-ce que ça pousse le plus? À l'extérieur, je vous ai fait un dessin dans le cours. Si on le voit, il n'est pas là. Ah, il est là. Selon la forme de l'interface, c'est bombé dans un sens ou dans un autre. Si c'est bombé donc, sur la droite ici, dans ce cas-là, comme c'est bombé dans ce sens-là, à l'extérieur, ça pousse plus qu'à l'intérieur. C'est ça l'idée. La forme de l'interface va nous dire où ça pousse le plus. Quand c'est plat, eh bien, ça pousse autant au-dessus qu'en dessous. Retenez bien ce truc-là. Si jamais on a une interface comme ceci, vous avez un P1 ici et un P2. Vous avez P1 supérieur à P2. D'après la courbure. Courbure, ouais. Donc là, sur un ménisque comme ça, on sait que la pression extérieure est plus forte que la pression intérieure. La différence entre les deux, puisqu'on a un équilibre, la somme des forces doit être nulle, c'est la tension superficielle qui va tenir le liquide. Donc là, si on devait écrire la somme des forces, on écrirait Px égale P intérieur plus tension superficielle. Retenez bien cette loi de Laplace et ses différentes formes. Supposons qu'au centre du ménisque hémisphérique d'un tube à essai, la pression dans le liquide soit égale à la pression atmosphérique. Utilisez la loi fondamentale de la statique des fluides pour exprimer la pression dans le liquide à la limite du ménisque du tube et à une altitude R au-dessus du centre. Donc j'ai mon ménisque, je vais le redessiner en bleu. Et en gros, un petit zoom. Un petit zoom. Ici, j'ai PATM et PATM. Ce que je vous ai dit, c'est que quand c'est plat, on a égalité des pressions. C'est quand vraiment c'est courbé qu'on ne l'a pas. Donc, le plus loin possible de la courbure, on peut dire qu'on a égalité des pressions. Ici, on est à une hauteur par rapport à là qui vaut grand R. Que vaut la pression au point B ici? On va mettre un point A ici. On a fait une approximation. L'interface est à peu près plane. En B, d'après l'ablation, on a toujours Px supérieur ou égal à P1 quand on a une courbure, oui. Si jamais R tend vers 0, c'est plus vrai. Si jamais je te dessine une interface comme ceci, mince.
Que vaut la courbure ici? Comment on a l'interface inverse? Je ne comprends pas la question, Yuen. Dans un grand récipient, c'est relativement plat et c'est sur les bords qu'on a une courbure. L'interface inverse, ben, par exemple, si tu mets du mercure, tu as un truc comme ça. Ou alors si tu remplis de l'eau jusqu'en haut. Tu remplis de l'eau, tu as une courbure inverse. Si tu as une goutte d'eau. Mais Dans du une coup, goutte d'eau. Oui, excusez-moi, mais du coup, ça veut dire que dans votre cours, vous avez montré, enfin, il y a écrit à un moment, si R est négatif, alors ouais. du coup, il y a ça, ok. Et R négatif, c'est possible? Enfin, je comprends pas en fait sur votre dessin en quoi le rayon est négatif. Il est négatif quand il y a une courbure inverse un peu, du coup. Parce que j'ai mis dans le cours, je ne suis pas planté. Oh non, non, vous êtes pas planté, parce que c'est cohérent avec ce que vous dites, mais c'est juste que. La courbure négative, tu vois, c'est quand le cercle osculateur est à l'intérieur du liquide. Ok, ok, d'accord. Dans ce Ok. cas-là, Px est inférieur à P1. Ok, C'est donc c'est pareil. comme si on prenait un axe en fait qui passait, qui était tangent au point maximum de la courbe Ouais. onde. Ok. Sur la goutte d'eau, tu vois, si je dessine le cercle, si je prends une grosse goutte d'eau là, le rayon, qu'est-ce qu'on va avoir pour Px moins P1 sur la goutte d'eau? Px est là, Bah c'est égal. pour la goutte d'eau. On a une courbure quand même. Ouais, mais donc non. Tu C'est vois, égal la à façon, l'infini. comme c'est courbé ici, quand c'est courbé comme ça veut dire qu'il y a quelque chose qui appuie plus fort d'un côté que de l'autre. Pour réussir à courber cette interface, ça veut dire qu'à l'intérieur, on appuie plus fort qu'à l'extérieur. Px moins P1, ici, il est négatif. Parce que P1 est supérieur à Px. C'est là que je me dis que dans le cours, il y a peut-être un truc qui n'est pas très clair. Quand j'ai parlé de la goutte sphérique, j'ai mis Px moins P1 égale 2 gamma sur R. Mais R ici est négatif. C'est la pression intérieure qui est plus forte. Il faudrait peut-être que je le précise. On peut toujours savoir laquelle des pressions est la plus forte. Plutôt que de se poser la question est-ce que c'est un rayon négatif ou un rayon positif, on regarde si c'est cohérent au niveau des pressions. Quand la courbure est dans ce sens-là, c'est qu'à gauche, ça pousse plus qu'à droite. Quand la courbure est dans ce sens-là, c'est que ça pousse plus à droite qu'à gauche. C'est ça qu'il faut vérifier à la fin. Donc on en était où? On en est sur notre ménisque ici. En A, on suppose qu'on a une interface plane. C'est pas tout à fait vrai, hein. C'est d'autant moins vrai que le tube est fin. Et en B, en revanche, on est à une hauteur d'eau qui est supérieure. Ici, on a de l'eau. Et la pression de l'eau évolue rapidement. Que vaut la pression en B? Eh bien, ça vaut pression en A, plus ou moins μgh. Elle va être plus faible, la pression diminue avec la hauteur.
Donc, au final, si on compare les deux, si on réutilise cette loi de Laplace en B, on va lui mettre une majuscule pour lui faire honneur. Pression atmosphérique moins pression en B égale 2 gamma sur R. Comme on juge qu'il y a une courbure en B quand A c'est relativement plat, on va avoir PATM moins PATM plus mu GR égale 2 gamma sur R. Et donc, R carré égale 2 gamma sur mu G. D'où un rayon égal à 2 gamma sur mu G. On a le rayon du cercle. Pour avoir la longueur capulaire, il faut si on s'est placé à la limite la définition de la longueur capillaire, c'est obtenu quand on est à la limite de longueur, lorsque la gravitation et la force de capillarité sont du même ordre de grandeur. Là, c'est pour ça qu'on a pu dire qu'en A, on avait une interface plate. Vraiment, c'est l'extrême limite à partir de laquelle on peut considérer que c'est plat. Si on augmente le rayon, ce sera plat sur une plus grande longueur. Donc ici, ça nous fournit LC égale racine de 2 gamma sur mu G. Qu'est-ce que j'avais mis en cours? Pas ça, je crois. Parfois, il n'y a pas le facteur 2, c'est pour ça. Ouais. Change d'avis chaque année. J'ai pas mis le facteur 2 en cours. Parfois, il y est, parfois, il n'y est pas. De toute façon, c'est un ordre de grandeur. En dessous de cette longueur, les forces de tension sont prépondérantes. Au-dessus, le poids domine. J'ai pas mis qu'il y avait parfois un facteur 2, non. Nous, on a trouvé un facteur 2 avec cette démonstration. Mais c'est pas grave, c'est un ordre de grandeur. Ça rajoute juste un facteur racine de 2. Racine de 2, c'est 1,4. On aura le même ordre de grandeur. C'est 1,4 fois plus grand que la valeur que j'ai donnée en cours. On voit bien, si le récipient est plus grand, eh bien, on a les forces de tension qui dominent au bord, et puis au bout d'un moment, c'est plat. Ici, c'est plat. Ça veut dire que la gravité domine. Ici, c'est courbé. C'est la tension qui domine, la tension superficielle. Si on se place à la limite, ici, on a une égalité entre les forces de tension et les forces de gravité. C'est ce qu'on voulait dire. Donc, on vous propose de faire une application numérique avec 7-10-2 et avec 3-10-2. On trouve de l'ordre de 3 mm pour l'eau. Est-ce que ça va sur ce petit exercice? Donc, on avait appliqué la loi de Laplace-Young. C'est une loi assez simple à écrire, mais à utiliser peut-être un peu moins. Il faut se poser la question de où est l'extérieur, où est l'intérieur, laquelle des pressions est la plus grande. Est-ce que R est positif ou négatif? On va essayer de trouver la loi de Jurin. Monsieur, Oui? avec l'eau savonneuse, du coup, est-ce qu'il faut reprendre tout le raisonnement parce que du coup, la loi de Laplace-Young, c'est pas la même?
On veut une bulle d'eau savonneuse. Ah ouais, pour une bulle, c'est pas tout à fait pareil, mais la longueur capillaire, elle a le même ordre de grandeur, hein. Ah oui, d'accord. La Ok. différence, c'est qu'on a deux interfaces. C'est vrai qu'on aurait un 4 gamma sur R. Au lieu d'avoir un facteur 2, on devrait avoir un facteur 4. Ok. Si tu veux, je mets un petit mot, hein. 3,5. Si on voulait vraiment être rigoureux, on écrirait racine de 4. Attendez. 2 fois 2, 4. Oui, c'est ça. 4 gamma sur G. On a le même ordre de grandeur, ça ne change pas. « 4. La loi de Jurin. Donc, il y en a qui ont déjà fait un TP là-dessus. Quand vous avez un tube capillaire, c'est-à-dire un tube très fin, capillaire, ça vient de quel mot? Fin comme un cheveu. Eh bien, quand vous le trempez dans un récipient, on s'aperçoit que l'eau monte. Au lieu d'être au même niveau, l'eau monte un peu plus haut sur une hauteur qu'on a appelée H ici. Un tube capillaire de rayon R qui plonge dans un récipient rempli d'eau. On constate que l'eau monte dans le capillaire à une hauteur H au-dessus du niveau de l'eau dans le récipient. Quelle est la pression au niveau de la surface de l'eau dans un récipient? Alors, je n'ai pas été très rigoureux, hein, ça monte un petit peu ici, ici aussi. On a un petit ménisque. Mais globalement, dans le récipient, d'après vous, quelle est la pression? Alors, est-ce que vous avez une idée? Quelle est la pression au niveau de la surface de l'eau dans le récipient? On va mettre un point si vous voulez, mettre au point A. Oui, c'est égal à la pression atmosphérique. C'est égal à μgh si on est dans le tube. Hein, Mathis, tu as déjà anticipé la question d'après, en bas du ménisque, dans la 4,2. On est au point B ici. La pression au point B, c'est pression atmosphérique moins μgh. On retient bien que la pression est plus faible si on monte. Donc il y a un ménisque en haut. Si je grossis, mon point B est là. Je me suis placé dans un tube très fin. Je n'ai pas, comme dans l'exercice précédent, d'équilibre avec l'atmosphère au milieu du ménisque. Dans l'exercice précédent, j'avais supposé qu'on avait la pression atmosphérique, c'est-à-dire qu'on pouvait considérer que c'était plat au milieu. C'est dans un tube à essai. Ici, on est dans un capillaire, on ne peut pas supposer que c'est plat, on va supposer qu'il y a une belle courbure.
B est là, il est à une hauteur H au-dessus de l'eau. On est sûr qu'en A, il y a la pression atmosphérique, c'est une interface plane. En B, en revanche, on ne sait pas trop, mais comme l'eau est montée à une hauteur H, la pression doit être plus faible. En A, on considère que c'est plat. En B, on considère qu'il y a une courbure, contrairement à l'exercice précédent, où on avait dit que dans un tube à essai, ça a le temps de s'équilibrer. Si le ménisque est suffisamment fin, ça n'a pas le temps de s'équilibrer avec l'atmosphère. Ça n'a pas la longueur suffisante. Supposons que le ménisque a une forme sphérique. On note θ l'angle de contact, dessiner le ménisque et exprimer le rayon de courbure. Je vais le faire ici parce que c'est peut-être pas évident. On a une forme sphérique. Je vais dessiner un cercle. Je n'ai pas les formes là. Waouh! Et mon ménisque, mon capillaire, pardon, il est là. J'ai dit qu'il y avait une forme sphérique. Mais en réalité, il faut bien comprendre qu'on n'a pas un angle de contact nul. Hein. Je vais le redessiner dans le cas d'un angle de contact nul, vous allez voir. Peut-être dû faire le cercle d'abord. Ah, c'est bien. Si je dessine l'angle de contact, il est là. Vous voyez, ici, θ égale 0. Et ici, θ est différent de 0. Par rapport à l'exercice précédent, on a pris un cas un peu plus réel d'un ménisque avec un angle de contact non nul. Θ, c'est l'angle entre la tangente au cercle et le bord du capillaire. Le tube a un rayon grand R. Je vais le dessiner pour pas qu'on confonde. Grand R, il est là. Et là, on a petit r. Est-ce qu'il y a un lien simple entre petit r, grand R et θ? Qu'est-ce que vous trouvez? Vous arrivez à faire le bon dessin? J'espère que vous avez une feuille de brouillon à côté.
Cosinus θ égale grand R sur R. Alors, ouais, c'est ça. Toute la question, c'est de savoir où est l'angle θ. Il faut faire correctement le dessin pour essayer de le reconnaître. Est-ce que l'angle θ, c'est celui qui est en haut ou ici? Où est θ? Parce que c'est pas très clair ce que je fais. Si les angles internes, ça vous parle. Alors, si on regarde le dessin ici, θ est pris entre la tangente au cercle et le bord du ménisque. Alors, est-ce qu'on va réussir à le redessiner correctement? Dessiner en bleu le cercle, que ce soit bien clair. Le cercle est là. J'ai un angle. Ici, j'ai le rayon grand R qui est perpendiculaire quand on part du centre. Et j'ai un angle θ ici. Combien ai-je ici? J'ai pi sur 2 moins θ. Et là, j'ai un angle droit. Donc, ici, je vais avoir θ. C'était bien celui-ci, θ. Supposons dessiner le ménisque et supprimer le rayon de courbure, c'est fait. Utiliser la loi de Laplacian pour déterminer la différence de pression de part et d'autre du ménisque. La loi de Laplace, c'est Px moins P1 égale, si c'est sphérique, 2 gamma sur R. Alors, ce n'est pas le bon R, on va mettre RC. Ici, c'est différent du rayon du tube. Petit piège dans les notations. Le rayon de courbure ici, c'est ce qu'on a noté petit r. Donc, on va avoir P atmosphère moins la pression en B, qu'on avait noté, égale 2 gamma, je ne vais pas écrire, 2 gamma sur R cos θ. Si je ne me suis pas trompé, c'était quoi? En termes, c'est R, n'importe quoi, R sur cos θ. Donc ça, c'est notre loi de Laplace. En remplaçant PB parce que ça vaut on va avoir H égale 2 gamma cos θ sur mu GR. J'espère que c'est ce qu'on voulait. Mu RG, ouais, c'est ça. C'est compris. Ici, la petite difficulté, je pense, elle était géométrique et aussi bien faire attention à ce qu'on entend par rayon de courbure. Attention aux notations. Hein. Ce qu'on a dans la force, dans l'expression de la loi de Laplace, c'est le rayon de courbure. Dans l'exercice, ici, il y avait plein de rayons. Il y avait le grand R, puis j'ai introduit un petit r. Petit r, c'était bien le rayon de courbure du cercle, différent de rayon du capillaire. Ça va? Vous n'êtes pas perdu? Dernière question. Quelles sont les limites de la loi de Jurin? Je pense qu'on en a parlé suffisamment pour que vous soyez capable de nous répondre.
Oui, il faut que le rayon du capillaire soit faible. Pourquoi? Et est-ce qu'on a un moyen de le comparer? Exactement. Sinon, il n'y a pas de différence de pression. C'était le cas de l'exercice précédent. Dans un tube à essai, on a dit qu'au milieu du tube, la pression atmosphérique était de part et d'autre de l'interface, qu'on considérait plane. Si on arrive à cette longueur-là, ben, ça ne marche plus. Donc, il faut que le rayon du capillaire soit très inférieur à la longueur capillaire. Si jamais on ne respecte pas cette condition, eh bien, on n'aura pas P ATM moins GH au centre, mais juste PATM, et donc ça ne marchera pas. On n'aura pas d'ascension, en fait. Si jamais le rayon est suffisamment grand, au centre du tube, eh bien, on est à la même hauteur que l'eau dans le récipient. Essayez de plonger une éprouvette dans un récipient, l'eau ne va pas monter dans l'éprouvette. Sur le bord, ça monte un peu par effet capillaire, mais au centre, par effet de gravité, le liquide est bien à la même hauteur dans le grand récipient et dans le grand tube. Donc on peut comparer ça au rayon capillaire, c'est ça notre grandeur caractéristique. Les forces de capillarité dominent si jamais on est inférieur à la longueur capillaire, voire très inférieur pour que ça marche bien. Quelle heure est-il? 10h50. Ah, c'est déjà la fin. On a bien avancé, on a fait 4 exercices, c'est pas trop mal. L'exercice suivant, c'est sur l'adhésion capillaire. Donc, j'ai mis encore une fois, comme j'avais essayé de faire dans un énoncé précédent, un énoncé abrégé. Montrer qu'il existe une force d'origine capillaire qui colle les plaques entre elles. Je pense que vous avez déjà tous vu ça. Adhésion capillaire, il y a une page Wikipédia là-dessus. Lorsque vous avez deux petites plaques de verre que vous utilisez pour les microscopes, par exemple, vous apercevez que elles sont très difficiles à séparer. Je ne vois pas ici. On voit un peu cette adhésion capillaire sur des gouttes. La question, on pourrait la poser aussi, tiens, ce sera un examen intéressant. Quelle est la quantité d'eau qu'il faut mettre dans du sable pour construire un château de sable? On ne voit rien là-dessus. Tant pis. Vous avez deux plaques, une en haut et une en bas, séparées d'une hauteur H avec de l'eau en dessous. Cette eau, par effet capillaire, va retenir les deux plaques l'une contre l'autre. Sujet de l'examen, une question? Bah oui, c'est pour voir un petit peu vos capacités de raisonnement et voilà, vous êtes des futurs ingénieurs, vous êtes capables de réfléchir à une situation et de trouver des solutions appropriées. Bon, je vais vous laisser là, prendre une pause avant votre TD de maths, hein, prendre un petit peu de Gatorade. Si je ne me trompe pas, vous avez bien TD de maths là, hein. Ah, exactement. Quel bel emploi du temps. J'espère que vous aurez cours d'anglais cet après-midi, le groupe B, hein. Normalement, M. Conan est très sérieux maintenant. Si vous n'avez pas plus de questions, je vous laisse là. Si vous en avez, je reste pour ceux qui en ont. Merci du coup, au revoir. Merci à vous, merci d'avoir été présent. Merci, au revoir. Pas trop. Au revoir. Au revoir.